Bertrand, on entend beaucoup les Sénégalais depuis mardi. On n'a pas du tout entendu les Marocains. Vous étiez au Maroc pour le début de la CAN, vous aviez suivi Achraf Hakimi. Ce silence, il est compréhensible ou il est surprenant? Qu'est-ce qu'ils pourraient dire si on leur tend le micro? Ils ont peut-être perdu mon numéro de téléphone, les Marocains. Peut-être qu'ils ils en retrouveront l'usage rapidement, je sais pas, j'espère en tout cas. En tout cas, leur silence dit qu'ils sont pas très à l'aise avec la décision qui a été prise, puisque vous le voyez, il y a des grandes scènes de joie. Il y a eu des scènes de joie dans leur pays, et ils sont marocains, et ils ont peut-être plus le téléphone ou la zone de presse activée, mais en tout cas, ils ont quand même Internet un petit peu, je pense, et ils voient bien que ce titre, ce trophée-là, il n'a pas été beaucoup accepté partout ailleurs dans le monde. Donc, vous pouvez pas difficilement vous pavaner d'un titre que personne ne comprend. Et en plus de ça, l'émotion de remporter un titre, de monter les marches ou de le recevoir sur la pelouse, vous ne le ressentez pas puisque ça arrive 2 mois plus tard. Donc en fait, et je pense que celui qui a le mieux résumé cela, il est du bon côté, pour le moment, c'est Niakate qui dit c'est l'Afrique qui a perdu et c'est la triste réalité, c'est dommage parce que c'était un continent qui mérite mieux. Il y avait, j'y étais au Maroc, vraiment une effervescence, tout le monde attendait ce moment-là, c'était très bien organisé et c'est terrible qu'à la fin ça se passe... Du côté marocain, personne ne célèbre. Il n'y a pas de défilé, pas de liesse populaire, c'est un silence absolu. Un mutisme qui est très lourd de sens, oui. Comment un pays peut se voir attribuer la plus grande compétition de son continent dans un tel silence? Bon, décortiquons tout ça pour notre exploration d'aujourd'hui. C'est vraiment la question centrale qui émerge. On est face à un cas de figure qui court-circuite complètement la mécanique émotionnelle du sport, en fait. Complètement. Habituellement, la victoire, c'est le point final. Le coup de sifflet, et c'est fini. Mais ici, c'est devenu le point de départ d'une crise assez vertigineuse. Et pour ceux qui nous écoutent et qui veulent saisir un peu les rouages de ce paradoxe, on va plonger dans des sources vraiment denses. On a sous les yeux des articles de presse qui détaillent le fameux communiqué de la CAF, la Confédération africaine de football. Et on s'appuie aussi sur une analyse hyper pointue tirée d'un extrait de l'émission Canal Foot. Voilà, c'est ça. Cet extrait observe vraiment à la loupe cette absence de réaction marocaine. L'objectif de notre plongée documentaire, c'est de comprendre comment cette CAN 2025 s'est muée en un casse-tête juridique, psychologique et médiatique, au point d'éclipser carrément le jeu. Alors, pour bien saisir l'ampleur du malaise, je pense qu'il faut d'abord disséquer la chronologie des faits. L'événement ne se comprend vraiment que par la distance temporelle, cette distance entre la finale physique et la décision administrative. Le fameux point de rupture, ouais. Reprenons la trajectoire depuis le début. Comme je disais, le 18 janvier, la finale se joue. 90 minutes sur le terrain, coup de sifflet final, le Sénégal est couronné vainqueur 1-0. Les caméras du monde entier capturent ce moment. L'histoire semble écrite. C'est ça. Et puis le temps passe, février s'écoule. Et soudainement, 2 mois plus tard, en mardi soir, il y a ce communiqué de la CAF qui tombe. La presse parle direct de, je cite, coup de tonnerre ou de tremblement de terre. Oui, les mots sont forts. Suite à un appel de la Fédération royale marocaine de football, le jury d'appel de la CAF décide d'inverser totalement le résultat. Ils appliquent ce fameux article 84 de leur règlement. Et là, il faut regarder de plus près ce qui s'est passé sur le terrain pour justifier ça. Les documents précisent que la sanction, en fait, elle découle d'un walk-off temporaire de l'équipe sénégalaise. Un walk-off, donc ils ont quitté le terrain. C'est exactement ça. Pour clarifier ce terme technique, c'est quand une équipe décide de sortir de l'aire de jeu, souvent en signe de protestation extrême contre une décision arbitrale ou un événement majeur. C'est un acte de défiance colossal pendant une finale. Et l'article 84, d'après les rapports, stipule que cet abandon du terrain, même s'il est temporaire, ça expose l'équipe à des sanctions fatales pour le résultat. Oui, et il y a une vraie logique institutionnelle derrière. Les instances sportives considèrent ce genre de retrait comme une atteinte directe à l'intégrité de l'événement. Et à sa diffusion aussi. Du coup, l'application de l'article par le jury d'appel a une conséquence implacable. Le Sénégal est déclaré forfait. La victoire de 1-0 est radiée, effacée et remplacée par une défaite sur tapis vert de 3-0 en faveur du Maroc. Une transformation radicale de la réalité sportive, oui. Essayons de visualiser un peu la mécanique de ce basculement. L'image classique du coureur de marathon disqualifié après la course, je trouve que ça suffit pas à rendre compte de l'absurdité du truc. C'est vrai que le décalage de 2 mois rend ça très particulier. C'est plutôt comme, imaginons une erreur de traitement bancaire à grande échelle. On va au guichet, on nous remet une grosse liasse de billets en main propre, on a l'argent, on le tient physiquement, on commence à le dépenser mentalement. On est convaincu que c'est acquis. Voilà. Et 60 jours plus tard, la banque centralise ses registres, remarque une ligne de code défectueuse, bloque les comptes,
et déclare que cette liasse qu'on a touchée, elle appartient légalement à quelqu'un d'autre. Ah, c'est une très bonne analogie. La réalité physique de l'argent vient se fracasser contre la réalité comptable. C'est exactement ça. Et cette analogie comptable, elle illustre parfaitement la violence de cette dissonance cognitive. Le sport moderne, il vend de l'immédiateté. Le coup de sifflet final, c'est censé être le juge de paix absolu. Le moment de vérité, quoi. Tout à fait. Quand une institution vient raturer ce registre central 2 mois plus tard, elle demande au public et aux joueurs d'effacer une mémoire collective puissante pour la remplacer par un PDF institutionnel, en fait. Un PDF, c'est tragique dit comme ça. Mais c'est vrai que ça crée une fracture béante. Une fracture dans la perception même de la vérité sportive. Et logiquement, cette fracture a déclenché une guerre de tranchées absolue. Une fois la réalité physique effacée par le papier, le camp sénégalais n'allait pas en rester là. Surtout pour une finale de Cannes, c'était prévisible. Les sources confirment que la fédération sénégalaise a immédiatement riposté en allant devant le TAS, le tribunal arbitral du sport. Et c'est là que le litige quitte le domaine purement réglementaire pour s'enliser dans un climat hyper lourd. Avec des accusations de corruption qui commencent à émerger. Pollue complètement l'espace public. Sur ce point précis des accusations, il est crucial de garder une distance analytique. Les sources rapportent ça comme un symptôme direct de l'escalade des tensions. Notre rôle ici n'est évidemment pas d'émettre un jugement sur leur véracité. Non, bien sûr, on reste sur les faits rapportés. Mais on constate factuellement que ces allégations polluent tout le débat. Elles montrent que le conflit a vraiment échappé à la CAF pour devenir une crise de confiance généralisée envers les institutions. Et c'est cette atmosphère hyper saturée de suspicions et de batailles juridiques qui nous ramène au Maroc. Le vainqueur, sur le papier, de tout ce chaos. Le nouveau champion officiel. Officiel, ouais. Mais au lieu de l'explosion de joie, c'est le grand vide. Et c'est là que l'analyse de Canal Foot devient passionnante. L'intervenant souligne que depuis le communiqué, c'est le silence radio total. Absolument rien sur les réseaux sociaux. Pas un mot des stars comme Achraf Hakimi, pas de scène de jubilation à Casablanca ou Rabat. L'émission ironise même en disant que ces joueurs, qui sont hyper connectés, ont sûrement pas perdu leur téléphone du jour au lendemain. Non, c'est évident. Cette absence de réaction, en soi, c'est une réaction qui est extrêmement bruyante. Elle dénote une conscience très aiguë de l'environnement extérieur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce silence, on peut se poser la question de son intentionnalité. Est-ce que c'est un malaise authentique? Une vraie gêne face à ce cadeau empoisonné? C'est une interprétation possible. Ou bien, et c'est un peu mon hypothèse, est-ce qu'on assiste juste à une consigne de communication stricte imposée d'en haut? Imaginons le scénario, Ils célèbrent publiquement aujourd'hui, ils font une parade. Oui, et le TAS annule la décision plus tard. Exactement. Dans 3 mois, le TAS casse la décision de la CAF et rend le titre au Sénégal. L'humiliation internationale serait colossale. Se taire, c'est peut-être juste un instinct de survie médiatique, en fait. La dimension stratégique de protection de l'image est indéniable. Votre hypothèse sur la prudence face au TAS tient tout à fait la route. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que si on creuse du côté de la sociologie du sport, la racine de ce silence est sans doute plus profonde. Plus profonde qu'une simple directive de relations publiques? Oui, un trophée, objectivement, ça n'a aucune valeur moléculaire. C'est juste un bout de métal. Ce qu'il transforme en objet de gloire, c'est la légitimité que lui accorde le collectif. Ah, je vois où on va. Pour qu'une victoire puisse célébrer sans réserve, elle requiert un consensus invisible. Le consensus entre le vainqueur, le vaincu et le témoin neutre, c'est ça? Tout à fait. L'opinion publique mondiale agit comme une sorte de notaire émotionnel. Or, dans ce cas précis, les joueurs marocains savent très bien que le monde entier regarde ce titre avec circonspection, avec incompréhension, voire avec cynisme. C'est clair. S'ils s'emparent de ce trophée administratif en essayant de forcer la joie, ils s'exposent frontalement au ridicule. Voilà, la fierté nationale nécessite une validation incontestable. Quand la victoire porte le sceau de l'ambiguïté bureaucratique, elle cesse d'être une récompense. Elle devient un fardeau diplomatique. Sans compter qu'au-delà de la diplomatie et du regard des autres, il y a la perte sèche de l'expérience physique. Le commentateur de Canal Foot met le doigt sur un truc cruel. Grimper les marches d'un stade, hurler de joie sous les projecteurs, le poids de la coupe. Tout ce frisson est perdu à jamais. Définitivement, on ne peut pas mettre la catharsis sportive au congélateur pour la réchauffer au micro-ondes 2 mois plus tard juste parce qu'on a reçu un email de la Confédération. C'est joliment dit et la biologie même de l'émotion s'y oppose en fait.
L'euphorie d'un titre, elle est intimement liée à la libération brutale de la tension d'un match. L'adrénaline de la fin de rencontre. Exactement. Si l'annonce de votre sacre vous parvient par une notification sur votre téléphone en plein mardi soir chez vous, le corps ne peut pas synthétiser cette adrénaline. Le Maroc obtient la ligne au palmarès, mais l'expérience sensorielle de la conquête a été confisquée par le temps juridique. Et c'est ce décalage monstrueux qui fait déborder ce malaise au-delà des frontières des deux pays concernés. Cet événement, c'est devenu un prisme à travers lequel le monde juge l'état du football africain. Un prisme assez peu flatteur d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans nos sources, le constat global est hyper amer. On évoque un contraste qui frôle carrément le naufrage institutionnel. Un naufrage d'autant plus visible que le point de départ était une vraie réussite. Tous les observateurs le disaient. Mais tellement. Les documents rappellent à quel point le Maroc avait excellé dans l'organisation de cette CAN. On parle d'infrastructures impeccables, d'une ferveur exceptionnelle. Ça devait être une vitrine mondiale parfaite, Et tout cet investissement se retrouve englouti. avalée par un trou noir bureaucratique. L'image de la belle fête est complètement écrasée par l'image d'avocat qui s'écharpe devant le TAS. Ça donne un écho hyper particulier à cette citation niakatée dans les sources STOS. C'est l'Afrique qui a perdu. Si l'on relie cela au contexte global, cette phrase capture vraiment l'essence du ressentiment. Au lieu de célébrer l'excellence athlétique d'un continent, le récit se focalise sur une défaillance de gouvernance. C'est perçu comme un échec collectif au final. La perception du public, juste ou non, c'est que le football africain a trébuché sur ses propres lacets administratifs au moment précis où il devait briller. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Je veux faire l'avocat des institutions de seconde, parce qu'il faut aussi regarder la mécanique froide du droit. Allons-y. Le règlement, c'est la base du pacte sportif. Cet article 84, il existe. Il prévoit des sanctions pour un abandon de terrain. Si le jury d'appel après enquête constate que l'infraction a bien eu lieu, son devoir, c'est d'appliquer le texte, non? C'est l'argument légaliste par excellence. N'est-ce pas la définition la plus pure de l'équité sportive? Faire respecter la règle, peu importe le vainqueur, ou les dégâts sur l'image médiatique. Est-ce qu'on doit sacrifier la loi sous prétexte que ça fait mauvais genre pour les relations publiques? C'est une excellente question. Et sur le plan strictement juridique, c'est irréprochable. La justice formelle a été appliquée. Mais cela soulève une question cruciale. La justice sportive ne vit pas dans un vide pneumatique. Elle s'inscrit dans un spectacle mondial. Exactement. Dans l'économie de l'attention et du divertissement. Le problème fondamental ici, ce n'est peut-être pas l'existence de cet article 84. C'est la temporalité de son application. C'est ce délai de 2 mois qui transforme une décision de justice en désastre médiatique. Et d'immédiateté, prendre 60 jours pour statuer sur un truc qui s'est passé en mondovision, c'est ça qui détruit la crédibilité. Absolument. Quand une institution laisse s'installer un vide de 60 jours entre l'acte sur le terrain et la sanction finale, ce vide est automatiquement rempli par le doute. La nature a horreur du vide, surtout dans le sport. La lenteur du processus vient miner l'autorité de la décision. Une victoire légale devient une défaite morale dès que le processus semble opaque ou déconnecté de la réalité vécue par des millions de personnes. Le tribunal de l'opinion publique ne pardonne pas cette lenteur. Non, car elle donne l'impression que la décision a été, entre guillemets, fabriquée a posteriori dans des bureaux fermés, plutôt que d'être une conséquence organique du jeu. Et c'est là que le concept de soft power s'effondre totalement. Le sport de haut niveau, aujourd'hui, on sait que c'est un outil géopolitique majeur. Organiser et gagner une CAN, c'est projeter de la puissance, de la compétence. De l'unité internationale aussi. Ouais. Mais avec ce cul de sac juridique, ce soft power se retourne contre eux. Au lieu de projeter de la puissance, cette séquence projette de la confusion, des divisions, des batailles d'avocats. Le dommage réputationnel est très profond. Le récit médiatique global, il ne retient pas la complexité de la jurisprudence de la CAF ou du TAS. Il retient l'anomalie. Les gros titres retiennent juste le chaos. Exactement. Il retient le silence pesant des joueurs, les recours, les suspicions. Dans la bataille pour l'attention internationale, un tournoi qui se termine dans un tribunal suisse, c'est un recul stratégique énorme pour les instances. Ce qui nous amène à contempler un peu l'étendue du champ de ruines qu'on a exploré aujourd'hui. Si on synthétise cette analyse des sources, on est face à un paradoxe redoutable. Une situation presque inextricable. On a une CAN dont le dénouement sur le gazon a été gommé par la CAF 2 mois après, une victoire devenue défaite sur tapis vert pour le Sénégal à cause de ce walk-off, ce qui déclenche la saisine immédiate du TAS. Et en cascade, cette inversion a généré ce fameux silence symptomatique chez les Marocains. Qui se retrouve incapable de célébrer un titre amputé de son émotion spontanée, sans aucun consensus international. Le tout culminant dans ce constat amer d'une opportunité gâchée pour le rayonnement du continent africain.
C'est le triomphe de la bureaucratie sur la ferveur populaire, au fond. Et c'est ce constat qui nous pousse vers une dernière réflexion pour notre auditoire. Une idée qui dépasse ces articles pour interroger notre rapport même à la compétition. Une prise de recul nécessaire, oui. Si on accepte que l'essence du sport, c'est sa capacité à générer une catharsis collective, une émotion partagée à un instant T, quelle valeur intrinsèque reste-t-il à un trophée expédié par email des mois plus tard? C'est la question vertigineuse de la mémoire sportive. Dans 20 ou 30 ans, quand on ouvrira les livres d'histoire du football, est-ce que la simple ligne imprimée au palmarès suffira à lisser ce malaise? Ou bien, est-ce que ce petit astérisque juridique à côté du vainqueur de la CAN 2025 deviendra le seul vrai héritage de ce tournoi? On se laisse là-dessus, ça pousse vraiment à repenser ce qui définit réellement une victoire. À très bientôt pour continuer d'analyser ces signaux complexes lors de notre prochaine plongée.